Bonsoir. Carlos Ircetesto Gallico Instituto, Monsieur l'ambassadeur, Madame la présidente d'honneur du Mémorial des enfants d'Isieux, Monsieur le directeur de la Maison d'Isieux, Monsieur le secrétaire général des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'Institut français pour cette soirée qui se place dans le cadre de notre cycle sur les tables rondes éducatives qui, comme vous l'avez compris, puisque un certain nombre d'entre vous avaient déjà participé à ces tables rondes sur l'éducation, ne sont pas réservées aux professeurs, aux pédagogues, à la communauté pédagogique, mais sont ouvertes à un large public, puisque si bien les questions que nous y abordons engagent des problématiques qui sont des problématiques générales auxquelles nous devons nous affronter collectivement, qui sont des questions qui relèvent de données générales et qui sont des éléments d'un débat public qui sont les préalables à une décision politique. Donc voilà un peu le cadre de nos soirées des tables rondes sur l'éducation. Il en va ainsi pour cette soirée de ce soir, puisque nous l'avons construite autour du thème de la mémoire, de la transmission de la mémoire, des faits historiques, de l'explication de ces faits, de leur interprétation, notamment dans un cadre scolaire, évidemment. Cette transmission de la mémoire est, comme vous le savez, bien sûr surtout le fait des enseignants dans le cadre des programmes scolaires, programmes qui sont bien sûr réfléchis, organisés longtemps à l'avance, mais qui sont variables au cours du temps, et c'est un fait qui nous appartiendra d'interroger ce soir. Et c'est cette transmission, bien sûr, qui assure le lien intergénérationnel qui est propre à une forme de vivre ensemble qui ne doit pas nous faire défaut, puisque ce vivre ensemble, c'est ce par quoi la jeunesse d'aujourd'hui participe aussi du passé. Et donc, nous avons saisi l'heureuse occasion de la tenue à Athènes d'un séminaire sur les communautés séfarades en France et en Grèce, c'est-à-dire le destin des communautés juives, et de la présence à Thessalonique et maintenant à Athènes des représentants de la Maison d'Isieux, pour décider ce soir de cette table ronde. Je laisserai le soin à Madame Élie Lemonizou de présenter les intervenants de la table ronde, mais d'ores et déjà, je les remercie de leur participation et de leur présence ce soir à la table ronde. Et je remercie également tout spécialement aussi le directeur de la Maison d'Isieux, Monsieur Dominique Vidot, avec qui nous avons eu l'idée de cette soirée lorsqu'il est venu nous voir il y a 6 mois, ou peut-être 1 an déjà, le temps passe. Donc merci d'être présent ce soir et d'avoir accepté le principe de ce débat sur les questions d'histoire, sur l'interprétation de l'histoire, la transmission de la mémoire et sur la construction d'une mémoire collective. Voilà, je laisse la parole à la table ronde. Bienvenue à tous et très bonne soirée à l'Institut français. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'école française, chers amis, chers collègues. Donc, permettez-moi aussi de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion d'une manifestation qui va s'occuper et qui va traiter les questions brûlantes, des questions desquelles on parle de plus en plus, non seulement dans les cercles académiques, mais aussi chez l'opinion publique dans son ensemble. Tout d'abord, je voulais remercier aussi de mon côté M. Mougental, attaché de coopération éducative de l'ambassade de France en Grèce, parce qu'il a su mettre en place non seulement ces tables rondes, mais aussi une série de tables rondes éducation qui concernent des questions de l'enseignement français et surtout grec, ce qui est très utile, on va voir pourquoi. Et puis je voulais aussi remercier Mme Stavatopoulou, assistante au service de coopération éducative, et aussi Dominique Vidot et la Maison d'Isieux, Dominique Vidot, parce qu'il a un rôle très important dans l'organisation de cette soirée d'aujourd'hui, et puis parce qu'on a eu une longue et excellente coopération pendant le temps précédent, tout le temps précédent.
Et puis, je salue aussi pour le soutien le ministère grec de l'éducation, de la recherche et des cultes, ainsi que l'Institut des politiques éducatives. Donc, pour honorer les hôtes de cette soirée et les organisateurs de la soirée, je vais commencer ce bref discours introductif en français, mais puis on peut mélanger les langues, on peut écouter les intervenants en grec ou mélanger les deux langues, parce que de toute manière, ça ne pose pas de problème, il y aura la traduction simultanée. Permettez-moi de vous présenter les participants à notre table ronde par ordre d'intervention. Donc, tout d'abord, nous avons l'honneur d'avoir avec nous l'historien français très connu Tal Broutmann, qui est conseiller scientifique de la Maison des Yeux et qui s'occupe beaucoup dans ses travaux des questions comme la Shoah ou l'histoire des Juifs de France. Et aussi, il se préoccupe beaucoup par la manière de gérer dans l'éducation historique à l'école toutes ces questions-là. Il va nous analyser l'exemple de la France, un pays où le débat public et académique et scientifique sur les questions brûlantes, sensibles, les questions, les thèmes, les questions qui ont à faire avec les thématiques de notre soirée d'aujourd'hui, ont provoqué beaucoup de débats, surtout pendant les dernières années. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Kokkinos, Georges Kokkinos, professeur d'histoire à l'Université d'Alger, qui est un parmi les principaux et les premiers historiens qui ont parlé qui se sont préoccupés des questions sensibles en histoire, mais aussi dans l'éducation à l'école. Dans son intervention aujourd'hui, il abordera la question plus générale de l'approche critique du passé et de l'importance particulière d'une approche intégrée et cohérente de l'enseignement de l'histoire à l'école. Ensuite, nous aurons le grand plaisir d'écouter Madame Jeannette Batinou, directrice du musée juif de Grèce, une institution qui a considérablement élargi son activité et sa visibilité pendant son mandat. Elle nous parlera de l'importance du musée en tant que vecteur du mémoire historique et symbolique, bien sûr, mais aussi en tant que partie potentiellement complémentaire ou organique du processus éducatif. Je souhaite également saluer M. Georges Kaladzis, secrétaire général au culte au ministère de l'Éducation, de la Recherche et des cultes, qui est un scientifique avec une très grande expérience, non seulement sur le plan d'administration, mais aussi sur le plan scientifique et dans le domaine de la recherche, concernant la gestion de la diversité et le domaine clé de la coexistence de différentes confessions religieuses. M. Kaladzis nous parlera aussi de son expérience à son poste et puis de ses opinions concernant les sujets qui se trouvent au cœur de notre manifestation d'aujourd'hui. Donc, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous M. Pavlos Haramis, président adjoint de l'Institut des politiques éducatives, qui depuis de nombreuses années mène des recherches sur l'ensemble du processus éducatif en mettant l'accent sur les nouveaux défis rencontrés en classe par les enseignants. M. Haramis abordera les voies et les méthodes de la politique éducative qui est suivie actuellement et également les nouvelles orientations qui contribuent à diffuser dans la réalité scolaire une approche plus moderne et plus critique du passé historique. Donc, concernant la procédure, la marche à suivre, j'ai pris chaque intervenant de nous développer ses positions principales en 2 minutes, et puis je vais prendre de nouveau la parole afin d'essayer de synthétiser un tout petit peu les principaux axes qui vont ressortir des 5 interventions, et après vous aurez le temps, tout le temps nécessaire pour poser vos questions aux intervenants. Compte tenu de l'actualité et aussi de la nature des questions dont nous allons parler ce soir, c'est avec un grand intérêt qu'on entend les interventions de nos intervenants. Et
Et je remercie encore une fois les organisateurs et aussi les intervenants qui ont accepté notre invitation d'être ici aujourd'hui avec nous. Et je vais passer la parole tout de suite à M. Broutman, qui sera notre premier et principal intervenant. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je remercie les autorités à la fois grecques et françaises pour l'invitation, qui me touche d'autant plus qu'avant de devenir un historien spécialisé de la Shoah, j'ai commencé mes études sur l'histoire de la Grèce, que j'ai abandonnée par la suite. Donc j'ai quand même un attachement à l'histoire antique de cette ville et de ses apports qui d'une certaine façon, me rappellent mes premiers travaux d'historien. Maintenant, en ce qui concerne le sujet qui nous réunit ce soir, et à savoir les logiques dans lesquelles ça s'inscrit, puisque ça, comme ça a été rappelé précédemment, ça s'inscrit dans un ensemble de tables rondes éducatives, on m'a demandé d'intervenir sur une question où deux mots peuvent être extraits, celui des mémoires traumatiques, sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes, mais qui d'une certaine façon appellent à s'interroger sur les rapports qu'il y a entre politique, histoire au sens de faire de l'histoire, le métier des historiens, et éducation et pédagogie. Alors évidemment, je suis ni politique, ni enseignant, et en prise directe avec les élèves, je suis chercheur et historien, et je vais parler en tant qu'historien spécialiste d'un sujet, à savoir celui de la Shoah ou de la solution finale. Mais je vais insister également sur cette dimension de mémoire traumatique, parce que en tant qu'historien, la mémoire est un sujet qui n'est pas l'histoire, et je vais y revenir. Ma préoccupation à moi, mais aussi celle des enseignants en France, c'est de faire de l'histoire, en tant que chercheur ou pour les enseignants en tant que pédagogue. Quant à la question de traumatisme, je vais y revenir, mais s'il s'agit pour moi de parler de la France, il ne s'agit pas tant de parler de traumatisme que de lignes de fracture ou de lignes de tension. Et l'histoire de France n'en manque pas. Elles n'en manquent pas, elles sont très importantes, elles demeurent présentes sans même parfois qu'on s'en rende compte. Alors je ne vais pas toutes les égrener, mais une des plus importantes et qui est devenue une des moins visibles, date d'il y a 5 siècles, elle est omniprésente, c'est celle de la guerre des religions. Depuis 1572 et la Saint-Barthélemy, vous avez une ligne de fracture en France qui est omniprésente, même si elle n'est pas visible, qui est celle de la guerre des religions, qui va se transformer au fur et à mesure, par exemple avec la Révolution française, où on va passer de la guerre des religions à la question de religion contre laïcité, qui va parcourir tout le XIXe siècle, culminer avec l'affaire Dreyfus et puis la séparation de l'Église et de l'État, qui va continuer jusqu'à aujourd'hui, puisque dans les années 80, par exemple, le gouvernement de un des gouvernements de François Mitterrand avait dû faire face à des manifestations qui à l'époque étaient appelées l'école pour tous, autrement dit la défense de l'enseignement privé. Et plus récemment encore, on a eu les manifestations contre le mariage pour tous, autrement dit contre le mariage homosexuel. Ces manifestations-là, récentes dans notre histoire, s'inscrivent dans une ligne de fracture qui traverse la France depuis 5 siècles. Mais cette dimension de la guerre des religions, ça touche aussi le sujet que moi j'étudie, par exemple sur la France, et je vais y revenir en détail, qui est Vichy et les lois antisémites, parce que par exemple en 1940, quand Vichy promulgue le premier statut des Juifs, autrement dit la première législation antisémite, la crainte de Vichy, c'est d'être accusé de réactiver la guerre des religions. Raison pour laquelle Vichy va proclamer, et différents ministres du gouvernement vont l'expliquer, il ne s'agit pas d'une loi contre la religion juive, mais d'une loi contre la race juive. Ce qui va poser plein de problèmes juridiques qui seront corrigés au bout d'un an, parce que Vichy ne veut pas être accusé par la population française de se réinscrire dans les conflits qui ont traumatisé le pays, si on reprend ce terme de traumatisme. Maintenant, évoquer la guerre des religions et Vichy, c'est deux extrêmes, mais la France est marquée par d'autres traumatismes, celui de la colonisation et de la décolonisation. Le point majeur de la question de la décolonisation, évidemment, c'est la guerre d'Algérie qui reste très largement, sinon un tabou, une mémoire exacerbée en France qui n'est toujours pas saisie par le pouvoir politique. Et il suffit de voir lors des dernières élections présidentielles, le candidat qui allait être élu, Emmanuel Macron, a fait une déclaration concernant la guerre d'Algérie qui a été balayée par l'ensemble des autres candidats, tous bords confondus. Alors que d'un strict point de vue historique, sa déclaration qui disait que
la guerre d'Algérie avait comporté des crimes peut se discuter. La qualification juridique que Macron avait choisie peut se discuter. En revanche, elle est fondée juridiquement et historiquement. L'ensemble de tous les autres candidats, de l'extrême droite à l'extrême gauche, l'ont condamné. Ce qui vous montre à quel point ce sujet-là est exacerbé. Et je n'évoque même pas les autres sujets liés à la décolonisation, comme Madagascar, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont totalement oubliés, ou encore, et là on est dans l'actualité française, la question de la Nouvelle-Calédonie, qui doit, dans les mois à venir, se prononcer ou non sur son indépendance, et qui est une question qui est ouverte depuis 20 ans, la fin des années 80, et qui est totalement occultée en métropole. Donc la France ne manque pas de sujets qui exacerbent l'histoire ou les mémoires. Maintenant, pour en venir à mon sujet, celui dont je suis le spécialiste, ou en tout cas un des spécialistes, mais en ce qui me concerne, je suis spécialiste de ce sujet-là, il y a évidemment énormément à dire quand on le ramène aux questions franco-françaises. Et si on regarde comment s'est écrite l'histoire, donc avant même l'évocation politique ou pédagogique de la solution finale en France, la Shoah en France, le rôle des Allemands et le rôle de Vichy, il y a quelque chose de fondamental. Cette histoire n'a pas été écrite par l'université ou l'Académie française. On a affaire à une histoire qui s'est faite à l'extérieur, à partir du sortir de la guerre jusqu'au début des années 80, par un certain nombre de figures très importantes, notamment les historiens pionniers du Centre de documentation juive contemporaine, le CDJC, puis ensuite, dans les années 70, par deux historiens américano-canadiens, à savoir Robert Paxton et Michael Marus, et puis par un homme qui, à l'instar des gens du CDJC comme Léon Poliakov, un homme qui s'appelle Serge Klarsfeld, qui a mis au centre du débat public en France la question de la collaboration d'État. Tous ces individus-là, qu'il s'agisse de Léon Poliakov jusqu'à Serge Klarsfeld, sont des historiens qui ont travaillé en dehors du champ universitaire académique français. Michael Marus ou Robert Paxton sont des produits d'universités étrangères qui se sont saisis de sujets français et franco-français qui n'étaient pas traités par l'académie, l'académie au sens de l'université. Ce qui est intéressant, c'est que durant cette période-là, le sujet traité par l'académie, c'était la résistance. Le rôle de Vichy, l'attitude de Vichy, tout cela n'était absolument pas abordé jusqu'à la fin des années 80. En fait, c'est grâce à ces travaux de pionniers qui sont extérieurs qu'à partir de la fin des années 80, vous avez des historiens formés par l'université française, travaillant au sein de l'université française, que ce sujet a commencé à être étudié d'un point de vue universitaire, même si évidemment les travaux des personnes que j'ai citées ont toute valeur universitaire et continuent à être aujourd'hui des ouvrages de référence. C'est d'autant plus intéressant que la France de Vichy a fait un don au monde, et ce don, c'est le terme de collaboration. Dans toutes les langues du monde, on utilise le même terme pour désigner la collaboration, qui est une invention française. Jusqu'à la fin de l'année 1940, pour qualifier un gouvernement de collaborateur, on l'appelait gouvernement Quisling, du nom du dirigeant nazi norvégien qui s'appelait Vidkun Quisling. Et puis fin 40, il y a le discours de Pétain qui appelle à la collaboration avec l'Allemagne, et à partir de ce moment-là, l'idée même de collaboration s'est diffusée à travers le monde, ce qui fait que dans toutes les langues du monde jusqu'à aujourd'hui, on parle de collaboration. Jusqu'à la fin des années 80, cette dimension-là franco-française d'un don, somme toute, à l'histoire mondiale, qui est l'idée de collaboration, n'a pas été étudiée par l'université française. En fait, on va voir au tournant des années 80-90 quelque chose de très intéressant se mettre en place. Vous allez avoir une conjonction du travail des historiens et de l'opinion publique pour réclamer que le politique admette enfin l'implication de ceux qui l'ont précédé. Alors, ça va se passer à la fin des années Mitterrand, on va dire dans les années 1990-1992, mais il est d'autant plus intéressant de l'aborder ici parce que c'est ce qui va notamment donner lieu à la naissance de la maison d'Isieux, qui va devenir un des principaux lieux reconnus par la République comme mémoire nationale. Mais cette période de 90 à 92 est une période charnière parce que François Mitterrand, président de la République, est arc-bouté sur une position qui est celle de De Gaulle.
Sauf que Charles de Gaulle était à Londres et que François Mitterrand n'était pas à Londres. Et il n'était pas en 1940 ou en 1945, il était dans les années 90. Et sa position n'était ni audible par les contemporains, ni défendable d'un point de vue historique, puisqu'elle consistait à dire la France c'était Londres. De Gaulle pouvait le dire, Mitterrand beaucoup moins, même si Mitterrand était un authentique résistant. Ce tournant-là va avoir une conséquence majeure, c'est que le président qui va lui succéder, Jacques Chirac, va briser la ligne politique qui prévalait jusque-là avec un discours qui est fait en juillet 1995 au Vélodrome d'hiver, au Veldiv, où Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Cette question-là est une demande qui vient de l'opinion publique. Et il faut vraiment entendre opinion publique par un sens général, la population française. Ce n'est pas la communauté juive ou des militants qui le réclament, c'est l'opinion publique dans sa majorité qui réclame que la France regarde son passé en face. À partir de ce moment-là, on rentre dans une période qui est considérée aujourd'hui comme une période où les choses sont rentrées dans l'ordre d'un point de vue politique en accord avec l'histoire. Le discours politique est devenu conforme à ce que les historiens ont analysé, écrit et publié. De fait, si on regarde, on peut être moins optimiste aujourd'hui pour un certain nombre de raisons, parce que la position de Chirac, même si elle a été reprise par François Hollande, a connu un premier accroc avec Nicolas Sarkozy, qui, sans la remettre en cause publiquement, a essayé de faire machine arrière à plusieurs reprises, puis notre dernier président en date, Emmanuel Macron, l'a réaffirmé. Mais en juillet dernier, ça a donné lieu à des polémiques venant à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Marine Le Pen d'un côté, extrême droite, Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche, ont tous les deux expliqué que le discours de Macron, qui était le discours de Chirac, qui est le discours des historiens, n'était pas conforme à la réalité, que la France n'était pas coupable de collaboration. Et j'insiste là-dessus, collaboration est un terme français. Donc le rôle de la France est évident, il ne s'agit même pas d'une posture qui serait oui ou non, c'est une évidence historique qui n'est même pas discutable. Mais on voit qu'aujourd'hui, malgré plus de 15 ans de cheminement, cette position demeure maintenue par le politique, même si elle est remise en cause par certains bords politiques, mais qui ne sont pas au pouvoir. Donc en tant que Français, je pourrais louer la position de la France, sauf qu'on peut voir dans certains cas que les enjeux de mémoire, et je vais y venir ensuite en ce qui concerne l'éducation, les enjeux de mémoire ne sont pas absents, et un exemple très intéressant a eu lieu en 2005, au moment de la grande commémoration à Auschwitz, qui a été un moment international de commémoration, où l'ensemble des États se sont retrouvés à Auschwitz dans un moment très très rare d'unité autour de ce sujet-là. 2005, c'est à la fois cette immense commémoration où Jacques Chirac et Simone Veil sont présents à Auschwitz, et à cette occasion va être inauguré ce qu'on appelle le pavillon français d'Auschwitz. Alors pour vous expliquer ce que c'est, le musée d'État d'Auschwitz met à disposition des États qui sont concernés par la déportation de leur population juive locale des pavillons où ils mettent en place des expositions nationales. Dans ce cadre-là, la France disposait depuis les années 1970 d'un pavillon dont l'exposition a été refaite en 2005 par un ensemble, un comité scientifique composé d'historiens. Et à cette occasion, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est déroulé. Alors l'exposition est remarquable et elle n'appelle pas à critique. Mais pour vous montrer que les enjeux de mémoire continuent d'être à l'œuvre, il faut d'abord passer par les chiffres. Auschwitz, vu de France, c'est quoi? C'est 70 000 juifs déportés dans le cadre de la solution finale. Et d'autre part, c'est 4 000 Français non-juifs qui ont été déportés à Auschwitz dans le cadre d'autres politiques, des résistants et des droits communs. 74 000 victimes qui ont été envoyées à Auschwitz. Et pour représenter ces 74 000 victimes, le comité scientifique qui est mis en place va choisir 5 parcours emblématiques. 5 parcours emblématiques, parmi lesquels, à nouveau, on retombe sur la maison d'Isieux, puisque l'un des enfants d'Isieux, Georgie Alperne, va être évoqué, et il est sur la photo qui est derrière moi. Donc, parmi les 5, il y a Georgie Alperne, enfant juif déporté de France. Il y a les époux Besnos, mais qui comptent pour une personne,
qui représente une famille juive par ailleurs. Il y a Pierre Massé, qui est un sénateur et avocat français juif très célèbre, qui a été déporté à Auschwitz. Donc 3 juifs déportés en tant que juifs. Et puis 2 résistants, Charlotte Delbos, immense figure de la résistance française et de la littérature française, et Jean Lamberger, ancien FTP Moy. Pourquoi est-ce que je descends à ce niveau de détail? Parce que pour symboliser 74 000 personnes qui ont été déportées à Auschwitz, dont 70 000 juifs, il a fallu inclure 2 résistants, même si l'un est juif, pour satisfaire les associations résistantes. Si vous faites une proportion par rapport au nombre de victimes, vous voyez que la proportion n'est pas respectée. Mais vous voyez où vont se nicher les enjeux de mémoire. Pour satisfaire le politique et les enjeux mémoriels, il faut peser chaque figure qui est représentée pour que une forme de paix soit respectée. En fait, si le politique aujourd'hui est en accord avec l'histoire, le pédagogique, lui, d'une manière très intéressante, a devancé le politique. Si on regarde ce qui est enseigné en France en ce qui concerne Vichy et la Shoah, on constate que depuis les années 80, cette dimension a été intégrée par les enseignants d'histoire. Elle a été intégrée parfois même bien avant que les programmes n'incitent les professeurs d'histoire à aborder frontalement ce champ. Elle est d'autant plus intégrée depuis une dizaine d'années que désormais en France, on étudie à la fois l'histoire de l'événement, à savoir la solution finale en tant que projet nazi, la collaboration de la France en tant qu'acteur qui aide à la réalisation de ce projet nazi, mais la question supplémentaire qui est étudiée, c'est la question de la mémoire. Depuis une dizaine d'années, en France, les enseignants au lycée sont appelés à aborder 2 sujets à choisir entre la mémoire de la Shoah en France et du rôle de Vichy ou la mémoire de la guerre d'Algérie. Ce qui vous montre que malgré les problèmes de reconnaissance politique, en revanche, dans l'enseignement, ces questions-là sont intégrées et abordées. Alors évidemment, et je vais conclure là-dessus, ça c'est une vue de haut qui n'englobe pas les attitudes individuelles des enseignants, ni de la manière dont les enseignants individuellement se saisissent du sujet et l'abordent avec leurs élèves. En revanche, on peut voir qu'il y a une interaction permanente entre le travail des historiens, qui s'appuie sur des faits, et non pas sur des opinions, même si régulièrement vous avez des polémiques, et en France, elles ne manquent pas, elles ressortent périodiquement par différentes personnalités qui, la plupart du temps, ne sont absolument pas qualifiées pour parler d'histoire, mais de manière assez intéressante. Les télés ou les journaux leur tendent le micro ou la plume pour qu'elles s'expriment, alors qu'elles n'ont pas la qualification pour parler d'histoire. Vous avez des philosophes, vous avez des intellectuels, vous avez des écrivains, mais pas d'historiens, tout simplement parce que les historiens sont d'accord entre eux. Mais cette interaction entre la recherche scientifique, qui s'appuie sur des faits, l'opinion publique, qui joue, ou en tout cas a joué un rôle très important en ce qui concerne la solution finale, la Shoah en France, et l'éducation est quelque chose qui est en interaction depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui en France, et qui, somme toute, a forcé le politique, d'une certaine manière, à reconnaître une réalité que, d'une façon assez risible, François Mitterrand refusait de reconnaître. Et quand je dis risible, c'est tout simplement parce que sa position n'était plus du tout audible par une population qui était au fait de la réalité historique. Lorsque le général de Gaulle a mis en place une fiction destinée à reconstruire la France, il était en accord avec l'opinion publique française, puisque l'objectif était la reconstruction de la France. Ça, c'était en 1945. En revanche, dans les années 80, on n'est plus du tout dans la même période, et vous voyez une déconnexion d'un homme politique d'une envergure évidemment immense, mais qui se retrouve totalement déconnecté sur un sujet qui devient un sujet central pour la population française. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Broutman. Et un peu introduit sur ce débat-là concernant la relation entre mémoire, histoire et éducation. Et merci d'avoir respecté aussi le temps. Et je donne la parole à M. Kokinos qui va développer ses positions aussi principales en 2 minutes. Quoi.
Je vous remercie beaucoup de votre invitation et j'espère répondre aux intentions des organisateurs. Comme l'écrit Henri Rousseau, l'école est une institution sociale dans le cadre de laquelle se forge une part importante de la mémoire du citoyen. L'école est en même temps un lieu de mémoire privilégié qui s'inscrit dans l'imaginaire collectif. Et surtout l'école multiculturelle frappée par la crise est un terrain où s'affrontent des mémoires antagonistes, des interprétations antagonistes du passé et des stratégies mémorielles opposées. Ces mémoires opposées se relient à des identités politiques données et des idéologies précises. M. Broutman l'a très bien illustré tout à l'heure. C'est par conséquent cette école multiculturelle qui, au centre de l'apprentissage et de la critique du discours scientifique, et lorsque la société a mis en place les accueils nécessaires, et je renvoie à Paul Ricoeur, sa constitution qui constitue la condition sine qua non de la connaissance de soi de chaque peuple. La mémoire peut fonctionner comme remède et comme poison. Ces deux éléments opposés me permettent de dire que ces jours-ci, il serait bon que dans toutes les écoles de l'État grec, on projette un film d'un certain réalisateur grec qui permettrait donc de faire la distinction entre le remède et le poison par rapport à la mémoire traumatique. Pendant les 20 dernières années, avec un cadre de référence qui est la fin de la guerre froide et l'accélération des processus de la mondialisation, tels que l'élargissement de l'Union européenne, dans toute l'Europe s'est modernisé le cours de l'histoire. Il y a eu de nouveaux curricula, de nouveaux manuels, une libre sélection des manuels. L'accent a été mis sur la formation des enseignants et des méthodes alternatives d'enseignement. Et des efforts ont été menés afin que les programmes, les curricula ethnocentriques concernant l'enseignement de l'histoire et les manuels puissent prendre en considération les différentes composantes culturelles et historiques européennes et les économiques et politiques, et donner l'occasion aux élèves de se familiariser avec les instruments méthodologiques qui leur permettront de constituer une éducation globale et polyvalente et de se préparer à exercer le rôle du citoyen informé, responsable et actif. Par conséquent, le contenu du cours d'histoire a été relié au processus d'apprentissage et a été investi d'une nouvelle orientation portée sur la valeur, l'idée européenne, l'universalité, la paix, les droits. La dimension européenne du cours d'histoire ne peut pas devenir facilement une réalité pour des raisons évidentes. Lorsque l'on voit les problèmes posés par des pays tels que la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie concernant des questions majeures de la politique européenne, cette dimension donc ne peut pas devenir une réalité à travers un curricula unique et des manuels communs pour tous les États européens. D'ailleurs, l'expérience du manuel franco-allemand n'a pas finalement abouti de façon aussi positive que cela a été escompté. Mais c'est pourquoi, donc, on considère comme plus appropriée la méthode d'une adaptation sélective dans le cadre à travers un cadre contraignant de principes qui ne va pas altérer la vérité historique et le paradigme du constructivisme et qui ne va pas méconnaître l'existence de spécificités historiques et éducatives dans chaque État membre et
Et il faut pour cela que les facteurs suivants soient remplis selon les suggestions de Falk-Pingel. Tout d'abord, comprendre le lien entre l'élément mondial, européen, national et local et la recherche du dénominateur commun dans l'interprétation des faits historiques. Deuxièmement, une fois dans la création de l'avenir européen commun, une culture commune de réciprocité et de solidarité. Il y a le présent qui se relie au passé et à l'avenir. En dépit des efforts menés par les spécialistes de la didactique de l'histoire, nous constatons avec une forte déception que dans plusieurs États européens, ce qui continue à l'emporter, c'est une organisation ethnocentrique de cette discipline et un développement chronologique linéaire du temps historique qui trouve, hélas, plusieurs enseignants qui deviennent ses alliés. De l'autre côté, le Conseil de l'Europe considère que l'apprentissage historique des événements du XXe siècle doit s'organiser autour de 3 étapes marquantes. 1917-1918, révolution russe et fin de la Première Guerre mondiale. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale et prise de conscience de l'impact de la Shoah, et 1989, fin du socialisme réel et de la guerre froide. Nous devons considérer que le fil conducteur dans l'effort de la révision des curricula et des manuels d'histoire doit consister dans l'idée que l'accent ne doit pas être mis seulement sur les faits destructeurs et sur les mémoires, les souvenirs traumatiques qui continuent de diviser les peuples européens, mais mettre l'accent également sur leur vécu commun, sur leurs liens culturels communs. Il faudrait que l'ethnocentrisme cède sa place à une approche plus globale et polyvalente des faits historiques, dans le cadre de laquelle l'histoire nationale ne devrait pas porter sur plus de 50% de la matière enseignée. Il faudrait aussi ne pas écarter les spécificités nationales et il ne faudrait ni mettre l'accent sur le peuple élu ni sur le bouc émissaire. Il faudrait donc que les États et les États-nations sont des créations de l'histoire et leur évolution historique est un aspect essentiel. Il faut mettre fin à la pratique de la référence aux événements politiques, militaires et diplomatiques, aux grandes puissances, afin que les élèves puissent connaître la diversité, le pluralisme des faits historiques, et tant dans le cadre de l'histoire d'un État, classe sociale, génération, communauté religieuse et linguistique, minorité, migrants, et aussi dans le cadre des régions géographiques et culturelles, mais aussi au niveau de l'histoire européenne et mondiale. Une approche interdisciplinaire et interthématique pourrait être utile dans ce sens, contraire à tout manichéisme interprétatif. La notion d'Europe est un événement historique. Il faut par conséquent que le mode d'approche conceptuelle de l'Europe soit clair d'un point de vue géographique, culturel ou économique et politique. Et il faut également déclarer que la façon de mettre l'accent sur la notion d'Europe évolue au fil du temps historique et que l'Europe ne se limite pas aux États membres qui la constituent aujourd'hui. Une approche didactique appropriée requiert que il n'y ait pas seulement des références partielles à l'Europe, mais qu'il y ait une approche systématique et globale concernant l'histoire des peuples européens au XXe siècle et surtout, par exemple, l'exemple de la colonisation. J'aimerais lire 4 à 5 lignes d'un ouvrage de Stefan Zweig
qui vient d'être traduit récemment, qui est intitulé Invitation aux Européens. Et vous pourrez comprendre combien il est facile de voir que l'histoire se répète. Zweig dit, nous avons enseigné aux enfants l'amour de leur patrie. Et je propose que cette notion soit élargie en ajoutant l'amour pour leur patrie commune, l'Europe et le monde entier, l'humanité tout entière. Notre pari consiste dans la présentation de la notion de la patrie, non pas en tant qu'opposition, mais en tant que lien avec les patries étrangères. Et il faut enfin que les références à des événements historiques, tragiques et traumatiques, à la violence, à la cruauté et à la manipulation, les guerres, les dictatures, les épurations techniques nationales, le fascisme, et aussi bien dans le cas d'un texte narratif et d'éléments paratextuels, doit être compensé par des références qui montrent la puissance de la paix, de la résistance à la tyrannie, et mettre aussi l'accent sur les avant-gardes culturelles et artistiques. L'accent mis sur le terrorisme de l'image, les images des cadavres dans les camps de concentration, etc., risque d'engendrer ce que les psychologues appellent un traumatisme secondaire et qui crée une sorte de banalité du mal, d'accoutumance à la violence. Comme l'affirme Pingel, les événements traumatiques délicats doivent être abordés selon les critères suivants: une approche polyvalente, une méthodologie multiple, l'âge des élèves, la mémoire collective des sociétés locales et toujours avec la quête de la vérité historique et la volonté de traiter, d'aborder les traumatismes collectifs. L'histoire scolaire a besoin d'une fuite en avant. La réussite des ruptures qu'elle va réaliser dépend tout d'abord, comme le signale Schemilt, des réponses cohérentes qui vont être apportées à la question de savoir qu'est-ce que les enfants et les adolescents doivent apprendre concernant le passé. Les réponses devront être pondérées selon les 3 critères suivants. Tout d'abord, l'aptitude que les élèves devraient acquérir à interpeller, à déconstruire et à évaluer toute réponse, toute prétention et toute interprétation concernant le passé historique. Ils devraient également, dans le cadre de leur apprentissage scolaire, pouvoir adopter une attitude critique à l'égard des contenus et des valeurs qui sous-tendent l'institution scolaire et la société plus généralement, et renouveler sans cesse la possibilité de recherche et d'évaluation des informations historiques. Enfin, la possibilité d'utiliser la connaissance historique de façon à appréhender les changements historiques, de former des cadres conceptuels appropriés pour comprendre ces événements et s'adapter à la logique d'un monde de plus en plus complexe et de plus en plus mouvant, d'un monde dans lequel le flux des sources d'information ne signifie pas nécessairement une revalorisation du niveau culturel et éducatif des personnes. Je vous remercie beaucoup. Madame Battino, vous avez la parole. À mon tour, j'aimerais remercier les organisateurs de cette soirée pour l'honneur qu'ils m'ont fait en m'invitant. Ce soir, j'aimerais partager avec vous certaines pensées, certains éléments sur le rôle du musée juif en Grèce que j'ai l'honneur de diriger
en vue du renfort de l'éducation officielle sur l'Holocauste. L'éducation sur l'Holocauste a été adoptée très largement dans le monde entier en tant que moyen de lutte contre le néonazisme, le racisme et l'antisémitisme dans des sociétés modernes. La connaissance et la compréhension de ce sujet favorisent des débats et des actions, mais aussi des attitudes de vie qui assurent la promotion des droits de l'homme et la participation active dans la vie politique et sociale de chaque pays et la solidarité humaine. Dans l'effort pour la promotion des actions de l'éducation officielle pour l'enseignement de l'Holocauste en tant que génocide archétype, ce sont les acteurs éducatifs qui jouent un rôle, les acteurs non officiels qui jouent un rôle important, comme les musées, les monuments et les sites. Grâce à la production de produits éducatifs, l'organisation de séminaires pour la formation des enseignants, mais en offrant également des espaces remplis de sens pour la mémoire, la réflexion et qui créent des expériences dignes de foi. Dans ce cadre éducatif de coopération féconde entre l'éducation officielle et les acteurs de l'éducation informelle au bénéfice de la communauté scolaire, l'œuvre du musée juif de Grèce apporte son concours aux efforts du ministère de l'Éducation. Cette coopération a commencé en 2004 à l'initiative du musée lui-même qui, quelques années auparavant, avait introduit en Grèce l'enseignement sur l'Holocauste. En même temps, il a promu la recherche sur la question et la question de la mémoire. Le musée est un musée historique et laographique qui n'est pas dédié exclusivement à l'Holocauste. Sa mission est de mettre en relief les paramètres de la longue histoire juive en Grèce. Du point de vue organique, cette mission vise à pérenniser la mémoire des victimes de toutes les communautés juives grecques à travers la recherche de ces collections rares et à travers ces infrastructures. Il s'agit donc d'un musée de la mémoire également. En commençant ces programmes multiples et variés sur l'enseignement de l'Holocauste depuis 1999, le musée juif a développé une approche concrète, une politique pour aborder cette question importante qui s'appuie sur des approches théoriques et méthodologiques bien approuvées et s'appuie sur 4 axes fondamentaux. D'abord, premier, la mise en place d'une planification attentive, d'une préparation responsable et d'un suivi efficace qui concerne tous les programmes, dans le but de faire face à des questions ou des défis qui se sont fait jour dans la pratique. La coopération avec les organisations internationales et les acteurs qui traitent le sujet de manière exclusive facilite la diffusion gratuite de matériaux et de méthodes à des enseignants grecs et favorise l'exercice des bonnes pratiques. Deuxième point, la combinaison de la méthodologie interculturelle, de l'apprentissage interconfessionnel et la gestion interdisciplinaire de la question. Cette approche polyvalente contribue à la création de contacts locaux, nationaux, européens ou internationaux et de coopération reliant des Grecs et des scientifiques spécialisés dans le monde entier en élargissant leur expérience et les opportunités d'évolution. Troisième point, l'encadrement et l'élargissement de l'expérience éducative grâce à l'utilisation des collections du musée. L'histoire est enregistrée de multiples façons dans les livres et les manuels scolaires, sur Internet, dans le cinéma, sur le petit écran. Une de ces formes vivantes est enregistrée dans les espaces, dans les locaux des musées, enrichis par divers documents, archives, photos ou matériel audiovisuel. Cette expérience éducative dans les musées enrichit de manière authentique l'apprentissage puisque la combinaison des objets, des objets exposés, des témoignages oraux et de la narration dans le musée présente une image très claire de la vie quotidienne de personnes de la porte d'à côté plutôt que d'un peuple victime ou de martyrs. En plus, elle montre une image de l'histoire qui ressemble à une narration en devenir
un objet d'étude continu et séduisant qui nous concerne tous. Quatrième point, la conception, l'organisation et la sélection de produits éducatifs spécifiques, de programmes portant sur divers sujets. Le but étant d'attirer l'intérêt des enseignants, des groupes scolaires, des familles, de groupes d'adultes et finalement du public élargi. Parmi les activités de recherche, les expositions, les éditions et les diverses actions, à titre indicatif, je vais citer 3 des programmes du musée qui rencontrent le plus grand succès. Tout d'abord, les séminaires de formation d'adultes qui s'adressent à des adultes, qui comprennent des rencontres d'études avec des membres du public élargi et des séminaires de formation des enseignants de tous les niveaux confondus, sous l'égide du ministère de l'Éducation. À ce jour, le musée juif a organisé 21 séminaires de ce type, tandis que depuis 2012, à l'initiative du secrétariat général au culte, cette action a été élargie grâce à de telles rencontres dans 9 villes de province. La fine fleur des programmes scolaires du musée, ce sont les visites de lycéens au musée de l'État et au monument de Auschwitz, les 3 dernières années sous l'égide et de concert avec le ministère de l'Éducation. Et dernier point, le programme Crocus qui encourage les enfants à planter des crocus jaunes à la mémoire des enfants qui ont péri dans l'Holocauste. C'est quelque chose qui a commencé dans la fondation éducative de l'Holocauste en Irlande pour envahir les écoles dans toute l'Europe et en Grèce. Nous voyons donc que la relation internationale du musée juif de Grèce avec d'autres fondations comme le Fundamental Rights Agency de l'Union européenne, la fondation UHM à Washington, le Yad Vashem à Jérusalem, facilite l'accès à des spécialistes, à des réseaux éducatifs, à des produits modernes, à de bonnes pratiques, etc. Les dernières années, la volonté politique favorable à la création des infrastructures et la gestion des programmes dans notre pays a favorisé un grand progrès. La relation du musée juif à la coopération du musée juif avec les sections compétentes du ministère de l'Éducation et notamment avec le secrétariat général au culte a conduit à l'adoption de relations de coopération à travers la signature récente de 2 MOU en 2014 et en 2017. Avec ces MOU, l'État a reconnu le musée juif de Grèce en tant que collaborateur officiel et conseiller pour des questions qui concernent le judaïsme grec et pour toutes ses actions afférentes. Son statut a été revalorisé comme étant équivalent au centre public de recherche, donc un organisme puissant pour l'étude, la recherche et la conservation de notre identité culturelle et historique d'une communauté grecque. 40 ans depuis la création du musée et 18 ans depuis l'ouverture des programmes pour l'Holocauste, je vais vous présenter un bref bilan. On commence à entrevoir certains résultats précieux, comme certains groupes d'enseignants éclairés et engagés ou des jeunes qui comprennent la relation du passé avec le présent et l'avenir. Ces points lumineux, même s'ils sont limités pour l'instant, qui se distinguent désormais dans ce cadre actuel d'ignorance, d'indifférence et de préjudice, si vous voulez, nous encouragent à poursuivre et à intensifier ces actions si importantes. Toutes ces actions augmentent le rayonnement de l'œuvre du musée juif et sa détermination à continuer à renforcer de manière active les efforts de l'éducation officielle et à offrir des opportunités pour un enseignement efficace sur l'Holocauste et contribuer à la création de citoyens actifs capables de réfléchir. Merci, nous remercions Madame Batinou pour tout ce que vous nous avez dit sur les activités très importantes du musée juif de Grèce. Et nous donnons la parole à Monsieur Kalantzis. Je vous remercie. Permettez-moi de raconter une
petite histoire qui a eu lieu il y a une dizaine d'années environ. Une des disciplines que j'enseignais à l'université, c'était l'histoire grecque contemporaine. Les étudiants et les étudiantes suivaient les cours, mais ne témoignaient aucun intérêt. Il était évident qu'ils n'avaient pas l'impression d'apprendre quelque chose qui les concernait, qui était important pour leur vie. À un certain moment, pour rendre le cours un peu plus intéressant, nous avons essayé de passer de la grande histoire des événements impersonnels à la petite histoire du quartier et commencer à partir d'aujourd'hui pour regarder vers l'arrière. 45 minutes plus tard, j'étais certain que si nous continuions la discussion, nous allions revivre la guerre civile au sein de la classe. Ces mêmes élèves qui, lorsque le débat concernait les événements impersonnels et ne témoignaient aucun intérêt, se sont transformés en ardents défenseurs d'une position ou d'une autre. Plusieurs ont commencé à parler en utilisant le « je » ou le « nous », comme s'ils étaient eux-mêmes participants des événements. L'histoire, donc, de narration impersonnelle est devenue un besoin de justifier les ancêtres, l'honneur familial et la réputation familiale. Mais dans le cas de la Grèce, les ancêtres n'est pas quelque chose de lointain qui se perd dans la brume des temps. C'est quelque chose de très proche. Et pour les personnes de mon âge, la génération de la guerre civile, c'est la génération de nos grands-pères. Selon la tradition grecque familiale, la plupart portent les noms de leur grand-père ou de leur grand-mère. Et cela ne devrait pas être déprécié par ceux qui veulent parler des faits traumatiques de l'histoire, surtout lorsque le nom qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils portent eux-mêmes, est celui de quelqu'un qui a péri dans la bataille ou y a été exécuté. Dans notre cas, donc, dans le cadre de 2 générations, nous avons vécu le schisme national de 1916, une guerre civile qui n'a pas eu le temps d'éclater, le désastre d'Asie mineure et le génocide des Grecs d'Asie mineure et du Pont-Euxin en 1922, la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, la résistance et la guerre civile de 1946-49. La Grèce continue à subir l'impact de la défaite de 1922 et de la guerre civile de 46-49. Est-ce que nous avons pu gérer un quelconque de ces 2 événements? Non. Les traumatismes sont si profonds que nous avons préféré le silence. Si on devait, en un mot, décrire comment est-ce que nous avons abordé les 2 événements les plus tragiques mais les plus déterminants pour la Grèce contemporaine, un seul mot serait approprié, le silence. Mais ce silence est comme les eaux tranquilles d'un lac et on ne sait pas ce qui se cache sous la surface. L'histoire que j'ai présentée au début montre que sous la surface calme des vieux cauchemars sont prêts à hanter notre présent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'historien devrait penser qu'il n'est pas le médecin qui découpe le cadavre de l'histoire pour y découvrir la vérité, parce que l'histoire est vivante, elle est ici constamment avec nous. L'historien n'est pas un médecin, mais un scientifique qui doit se rappeler que ce dont on parle, c'est finalement la vie de personnes données qui portent des noms bien précis. Dans le concours que nous organisons avec le Musée juif de Grèce concernant l'Holocauste, nous entendons à chaque rencontre les enfants raconter leurs expériences. Je me souviens d'une jeune fille qui parlait de son grand-père qui avait été envoyé par les nazis dans un camp de concentration parce qu'il était roma. Pour cette jeune fille, sa visite à Auschwitz était un pèlerinage, c'était quelque chose de profondément personnel, c'était une dette. Mais comment expliquer à l'amie de cette jeune fille que Auschwitz est également important pour elle, indépendamment du fait que ce n'était pas un lieu de martyre pour son propre grand-père? Je reviendrai à cette question après avoir présenter un autre exemple de l'époque pendant laquelle j'enseignais aux étudiants. Un étudiant a posé la question suivante. Est-ce qu'il est vrai qu'en 2013, est-ce que le traité d'union de la Crète à la Grèce cesse d'être en vigueur et la Crète aura le droit de voter pour savoir si elle va rester autonome ou réintégrer ou demeurer sous la souveraineté grecque?
Cette question m'a beaucoup impressionnée et je me suis demandé si j'ignorais quelque chose. Comme vous le savez, un des moments les plus difficiles d'un enseignant est d'être considéré comme ignorant par ses élèves. J'ai demandé à mon élève d'où il tenait cette information et je me suis trouvée confrontée à un autre univers. Pendant une quinzaine de minutes, j'entendais toute une théorie sur la Crète et la Grèce, sur les Néphilim et les Elohim, dont la source essentielle d'information était une des émissions nationalistes de la télévision grecque. Et ce que l'on appelle la trash TV et qui est apparu avec la télévision, les chaînes de télévision privées, entrait maintenant dans l'amphithéâtre d'une université, non pas donc d'une personne qui n'avait pas fini l'école primaire, mais d'un étudiant. Aujourd'hui, les choses sont encore pires. La trash TV des années 90, cela paraît presque comme une maternelle face à ce qui se passe actuellement à la télévision, mais surtout sur Internet. Les théories de complot, la haine, les explications incroyables de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer pullulent. On peut trouver des centaines d'articles qui font preuve d'une bêtise absolue. L'aspect dangereux qui se développe et qui fleurit à l'époque de la crise, c'est les médias officiels et c'est les gens qui considèrent que les médias officiels et l'État disent des mensonges. Le parti de l'Aube dorée voulait construire sa propre histoire des Grecs et engendrer la construction d'une identité propre. Dans la réalité, ce que l'Aube dorée voudrait atteindre, cela est assuré par les dizaines de sites nationalistes et d'occultisme sur Internet. Et nous sommes un pays où le ministre de la Défense nationale a été obligé de répondre officiellement dans le cadre du Parlement qu'il n'y a pas d'avion qui nous lance des pulvérisateurs de substances chimiques pour affecter notre jugement. Si quelqu'un lit les textes des différents sites, il va se retrouver face à un mélange de nationalisme et de mysticisme brut, primaire et aussi idiot, que cela impressionne que des personnes y croient. Nous devons comprendre que le silence concernant l'histoire, que j'ai mentionné au début, a laissé un grand vide. Et ce vide a été comblé par l'histoire produite par le café. Et à l'heure actuelle, le café, c'est Internet. À la place de l'historien, c'est le narrateur de contes. Permettez-moi aussi de signaler que ce qui se passe dans le cas de l'histoire se passe aussi dans le cas du cours sur la religion. La lacune qui a été laissée a été comblée par la bigoterie et la magie. Si le remplacement de l'histoire par les théories de complot est dangereux, la bigoterie qui remplace la religion devient encore plus dangereuse. Le désenchantement du monde, c'est-à-dire le fondement de notre culture, ne doit pas être considéré comme donné. C'est quelque chose de très fragile et menacé à chaque instant, surtout en période de crise. Si l'une des nations les plus puissantes d'Europe, avec une culture importante et des capacités technologiques extraordinaires, a cédé à Hitler et a adhéré aux théories sur les discriminations raciales, on doit ne pas se considérer invulnérable. La science physique a désenchanté le monde physique en nous enseignant que la foudre n'est pas la colère de Zeus. De même, l'histoire telle qu'elle est enseignée a une forte responsabilité. Si l'enfant comprend qu'avec ses propres mains et son propre esprit va construire l'avenir de son pays, il va
comprendre qu'il a besoin de fondations solides. Et ce sont ces fondations solides qui sont constituées par l'histoire. Surtout dans le cas de la Grèce, il faut reconnaître que le silence qui était nécessaire à un certain moment pour cicatriser les traumatismes de notre passé fonctionne désormais comme un terrain propice pour développer une histoire parallèle qui gagne du terrain. Et nous risquons d'être conduits à une division profonde sur la façon dont nous appréhendons notre histoire. L'histoire qui est enseignée dans les écoles et la façon dont l'État souhaite forger l'identité du citoyen grec et de la société grecque. Dans une société démocratique, il est important que l'État continue à avoir ce monopole. Et on est conduit à la question cruciale de savoir quelle est la responsabilité des politiques concernant l'enseignement de l'histoire à l'école. La réponse doit être tout à fait claire et elle est inscrite dans notre Constitution. Les acteurs politiques doivent tracer sa voie selon l'article 16 de la Constitution qui stipule que l'éducation vise au développement d'une conscience nationale et religieuse et à forger des citoyens grecs libres et responsables. Et le bonheur de vivre en Europe, et si vous me le permettez, est hélas relié à la réalité de 2 guerres mondiales. L'autre voie qui est proposée par ceux qui souhaitent la dissolution de l'Europe à travers le développement d'idéaux nationalistes, c'est la voie du sang qui a été lourdement payée par nos ancêtres. Et il est bon donc d'ajouter le développement dans l'article de la Constitution, le développement d'une conscience européenne commune. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kalandis. Nous allons passer donc à notre dernier intervenant, Monsieur Pavlos Haramis, qui invoque votre patience et votre résistance et qui vous prie de faire un retour vers les années 1988, au moment où le 9e séminaire de l'Association panhellénique des philologues ouvrait ses travaux avec Sophocles Markianos, son président, sur le thème « La leçon de l'histoire dans l'enseignement primaire et secondaire ». Il soulignait donc le sentiment de frustration ressenti par les enseignants qui entreprennent l'enseignement de l'histoire et attribuer la méfiance des enseignants et des enseignés par rapport à la valeur de la connaissance historique au fait que la leçon de l'histoire dans l'éducation générale, entre guillemets, de temps en temps a été utilisée et continue à être utilisée comme un moyen d'orientation idéologique des jeunes et d'exercice de contrôle social. Donc, le résultat, disait-il, c'est que les élèves reçoivent une image de l'histoire qui n'est pas correcte et ils apprennent également les tenants et les aboutissants d'une histoire qui n'est pas correcte sur l'évolution de l'homme. Donc, le but de la leçon de l'histoire, dont la condition est l'exercice systématique des jeunes à comprendre et à interpréter les faits historiques, reste donc impossible. Aujourd'hui, 3 dizaines d'années plus tard, on a le sentiment que des problèmes semblables continuent à exister, même si des paramètres fondamentaux du cadre culturel et social ont été transformés. L'un de ces paramètres, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est cette invasion des nouvelles technologies et des mass-médias et leur intervention dans ce qui est qualifié de manière générale histoire publique. Donc, on peut se poser la question si ce serait possible d'avoir un changement radical dans ces conditions, un changement susceptible de permettre
à l'histoire d'être présente dans les classes scolaires. La réponse pourrait être favorable à condition d'une approche globale à plusieurs niveaux, non seulement sur la leçon de l'histoire, mais sur d'autres paramètres du système éducatif, et c'est l'orientation vers laquelle se meut à l'heure actuelle tant le ministère de l'Éducation que l'Institut de la politique éducative. La première question qui doit être posée concerne les objectifs de l'éducation avec lesquels doivent s'harmoniser les objectifs de l'enseignement de l'histoire. Selon la Déclaration des droits de l'homme, l'éducation doit s'orienter vers le développement intégral, l'épanouissement intégral de la personnalité humaine, la personnalité de l'homme et le développement des droits et des libertés fondamentales. Développer des activités pour favoriser la paix et avec une optique semblable, la Déclaration des droits de l'homme souligne la préparation de l'enfant pour une vie responsable dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité des sexes et d'amitié entre tous les peuples et tous les groupes. Je dirais que les objectifs du système éducatif grec de la loi 1566 de 85 s'orientent dans la même direction, mais cela, dans une large mesure, est resté lettre morte. En ce qui concerne l'histoire en particulier, les autres cours, le travail fait par le Conseil de l'Europe en ce qui concerne les objectifs, le contenu, la méthodologie, il me semble que M. Koch l'a évoqué tout à l'heure, sont très importants et tout cela ne devrait pas être absent dans la formation des enseignants pour l'enseignement de ces cours. Donc, l'articulation de l'enseignement de l'histoire avec les droits renvoie à une deuxième question. Quel est le cadre programmatique dans lequel l'inscription de l'histoire serait plus utile? En ce qui concerne la Grèce, nous savons que l'histoire reste une leçon autonome liée avec une série de leçons philologiques. L'expérience française suit ici une pratique très intéressante qui aurait pu être prise en compte. La matière de l'histoire se trouve dans un manuel historique qui comprend tout au moins au niveau du collège les leçons de l'histoire, de l'éducation civile et de la géographie dans sa dimension humaine, à l'évidence. Une pratique intéressante, ce sont les moyens utilisés au-delà du manuel scolaire. En France, on utilise des dossiers d'enseignement qui s'appuient sur des sources abordées grâce à des activités systématiques et qui répondent au besoin de développer des compétences concrètes. De manière générale, la négociation des différentes unités, celles qui se trouvent dans le manuel et celles qui sont dans les dossiers, part du vécu de l'enfant et s'étend de l'individuel vers le général et progressivement à des niveaux plus élargis comme le niveau national, le niveau international. Une pratique de dossier a été suivie pour l'enseignement du cours sur la religion et la pratique est introduite dans l'apprentissage de l'histoire. L'Institut va travailler sur la préparation de ces dossiers qui vont essayer d'aborder les leçons de manière adéquate. Une pratique importante de l'expérience éducative française, c'est la pratique de la confrontation de documents historiques exprimant des points de vue différents, voire diamétralement opposés, dans le but d'en faire la synthèse dans la classe par le biais d'arguments, d'une argumentation bien documentée. Nous avons constaté que
cette approche est innovante pour la réalité grecque et cela permet en effet des approches multiples et des synthèses créatives. Un autre problème que j'avais noté, mais il a été déjà évoqué, c'est celui de la multiplicité des médias et de la difficulté pour faire face à des attitudes, des conceptions bien établies, consolidées souvent par les médias. C'est ce qu'on appelle l'histoire publique. Comme ce débat a lieu la veille d'un anniversaire historique lié à la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale a été un événement bouleversant qui a marqué de manière indélébile l'histoire de l'humanité. Plusieurs dizaines d'années après sa fin, cet événement nous porte devant des questions cruciales qui posent problème aux enseignants comme aux élèves. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans les manuels scolaires? Qu'est-ce qu'il faudrait omettre? Comment la jeune génération pourra-t-elle comprendre les causes de ces événements inédits? Comment faire face, comme M. Koch nous le disait tout à l'heure, comment faire face à l'horreur de ces horribles crimes contre l'humanité? Quelle attitude adopter face à l'incapacité des organismes internationaux à protéger la paix internationale et à protéger les droits fondamentaux? Est-ce qu'on a appris, nous, les victimes de cette grande guerre, quelque chose de l'hécatombe des morts? Et une autre question qui est posée par Hagen Fleischer, la fin de la guerre a-t-elle signifié pour les Allemands une défaite catastrophique ou bien c'était pour eux aussi une sorte de libération, même s'ils ne se sont pas rendus compte dans l'immédiat? Les anniversaires nationaux, comme celui de demain, lorsqu'elles sont abordées de manière adéquate, elles parviennent à unir plutôt que de diviser les peuples, même si cela peut paraître étrange, c'est vrai. Et les anniversaires nationaux, les fêtes nationales, ne servent pas à faire l'éloge de la suprématie d'un peuple contre un autre, ni à justifier l'agressivité d'un peuple contre un autre. Ce que nous mettons en avant, ce qu'on doit mettre en avant, ce sont les efforts de l'humanité pour protéger les idéaux et les valeurs comme la liberté, la justice sociale, les droits de l'homme qu'on a évoqués tout à l'heure. Ces valeurs sont communes pour tous les peuples, des objectifs communs pour tous les peuples et s'appuient sur l'égalité de tous les hommes. Il y a donc un caractère universel qui dépasse toute nation. Et je vais terminer avec une remarque. En 1966, le philosophe Adorno, dans son essai Éducation après Auschwitz, a soutenu qu'il fallait reconcevoir l'éducation pour prévenir un nouvel holocauste. Ce qu'il faudra exiger avant tout de l'éducation dans son ensemble, souligne-t-il, c'est que Auschwitz ne redevienne pas une réalité, n'arrive pas à nouveau. S'il fallait inverser l'image pessimiste de notre avenir commun, il convient de remodeler les programmes scolaires et de mettre en relief les grandes conquêtes de l'humanité, résultat donc de la sagesse universelle de l'humanité. Promouvoir le respect mutuel, la solidarité, les valeurs qui doivent régir le comportement des peuples et des nations. L'éducation de la paix et des droits doit être le souci de nous tous, mais surtout des enseignants qui, de par la nature de leur travail, se trouvent au service d'une société pacifique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Haramis. Nous avons donc, j'essaierai de faire une synthèse et d'aboutir à certains
conclusions, certains constats. Nous avons donc entendu 5 interventions, excellentes interventions, qui ont éclairé la question de la gestion de la mémoire et du passé historique, tant dans un aspect théorique que pratique. Et l'accent a été mis sur l'enseignement de l'histoire. Je vous livre quelques réflexions qui vont, j'espère, lancer le débat qui va suivre et qui sera fécond. Le premier constat, je crois tout le monde en conviendra, c'est la façon dont on étudie et on enseigne le passé. C'est désormais une exigence qui, contrairement à tous ceux qui adoptent des voies rétrogrades et des conceptions différentes, c'est une exigence qui est de plus en plus admise parmi les universitaires, mais aussi parmi tous les enseignants et une grande partie de l'opinion publique. Si, d'un côté, la difficile conjoncture européenne et mondiale semble favoriser un confinement dans des schémas conservateurs et un développement de voies extrêmes, par ailleurs, dans l'esprit de tout être pensant, une conception plus large de l'identité et une approche et acceptation de l'altérité sont une voie en sens unique. Nous nous trouvons dans un carrefour intéressant, comme l'a signalé Yorgos Kokkinos, et nous avons désormais l'expérience nécessaire pour le changement du modèle de l'enseignement de l'histoire sur le plan international. Nous pouvons donc avancer en ayant un passé, en prenant en considération les efforts menés et en connaissant les obstacles et les difficultés que l'on risque de rencontrer. Dans tous les cas, l'intégration de l'altérité dans l'enseignement historique ainsi que l'étude systématique des questions litigieuses du passé ne contribue pas seulement à une approche polyvalente du passé historique, mais peuvent également créer les conditions pour le développement d'un regard critique et d'une conscience politique auprès de nos élèves. Et ceci était particulièrement important dans les temps difficiles que nous vivons, surtout face à cette surinformation multiple à travers plusieurs canaux dont nous a parlé M. Kaladzis. Il s'avère donc encore plus important à l'époque actuelle de s'exercer à une approche critique. Il faudrait donc élaborer des propositions didactiques qui vont équilibrer le local et le national, l'international, l'universel, les événements traumatiques à travers des narrations plus positives et qui aborderont les événements isolés en comparaison avec des événements à plus grande durée. Il faut pour cela une participation active de tous ceux qui peuvent jouer un rôle important dans ce sens. Le deuxième constat est relié à ce que Jeannette Batinou, la directrice du Musée juif de Grèce, nous a dit, et cela montre le rôle que peuvent jouer des petites équipes à l'extérieur du système éducatif officiel concernant la promotion de questions liées à la gestion du passé historique. Ces équipes peuvent tirer parti de leur flexibilité et de contraintes plus souples qui émanent de leurs caractéristiques afin de jouer un rôle complémentaire à l'éducation officielle et de proposer des actions éducatives intégrées, de formuler des approches novatrices. Ce constat ne vaut pas seulement, bien sûr, pour les musées, mais pour toute instance, tout organisme qui est relié à la question de la gestion du passé. Le troisième constat concerne le rôle des institutions. Il est important, je crois, que le fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde,
Nous ne limitons pas seulement au débat académique où nous voyons que toutes ces questions sont abordées sur le plan de la politique officielle. Et cela suppose une série de processus à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace éducatif et de la conception de plusieurs actions pour leur mise en œuvre. Pour cela, il convient donc de soutenir et de renforcer des initiatives novatrices venant de petites équipes, comme dans le cas du musée juif de Grèce. Et ce choix politique peut aussi influer sur l'élaboration du système éducatif lui-même en l'adaptant aux besoins et aux exigences de l'actualité. Dans le cas, par exemple, des curricula, comme nous en a parlé M. Haramis, et d'encourager l'introduction de méthodes novatrices d'enseignement de l'histoire, et cela dans l'éventail complet du système scolaire. Une telle approche institutionnelle intégrée dans des processus qui sont reliés à la préhension du passé pourrait fonctionner comme un catalyseur pour changer progressivement le climat et le cadre général de la gestion de cette question. Et par exemple, on pourrait ajouter aussi plusieurs autres points, plusieurs autres questions, comme l'a dit Tal Brotman, au niveau de la communauté universitaire ou éducative, pour trouver des parallélismes, tirer parti des bonnes pratiques, pour aborder toutes ces thématiques, etc. Et peut-être aussi plusieurs d'entre vous avaient réfléchi à de telles questions, à de tels aspects qui pourraient être abordés dans le cadre du débat qui va suivre. Je remercie donc de nouveau les 5 intervenants et je voudrais vous donner la parole en vous priant de poser des questions très succinctes, afin que plusieurs d'entre vous puissent prendre la parole. Mais je voudrais aussi donner la possibilité à M. Dominique Vido de prendre la parole. Να ανοίξουμε τη συζήτηση. Όποιος θέλει να θέσει ερωτήματα. Ναι, ο κύριος. Μπορείτε στα ελληνικά ή στα γαλλικά και γίνεται η αυτόματη μετάφραση. Adamidis, je m'intéresse à l'histoire et à la religion. L'histoire telle que vous l'avez abordée dans ce panel, vous l'examinez d'une façon un peu timide, je dirais. Il y a des courants, de grands courants dans l'histoire qui entrent dans un conflit herméneutique. Il ne s'agit pas seulement de citer les événements qui se déroulent. Un historien interprète les événements et l'interprétation, donc, selon la position sociale d'un historien, amène donc une interprétation correspondante. Et selon les partis qui se succèdent au pouvoir et qui vont de la droite au centre, à la gauche, etc., cela aussi détermine les différents programmes scolaires. Il y a des interprétations idéologiques de l'histoire, il y a des interprétations multiples de l'histoire, et l'histoire nationale de chaque peuple est celle
qui est voulu par chaque gouvernement ou quelque chose de différent? Et quelle est finalement l'histoire, la vraie histoire, l'histoire réelle? Et peut-être que chacun d'entre nous devrait la rechercher tout seul. Et en ce qui concerne ce qui est dit par rapport à l'histoire, très souvent des événements sont dissimulés dans le sens où cela pose des difficultés pour aboutir à certaines autres interprétations. Par exemple, le cimetière juif de Thessalonique, qui a été détruit. Voilà pour le moment. Merci. Vous devez dire à qui vous adressez votre question chaque fois. Qui voudrait répondre alors? Ou si vous préférez, on peut prendre toutes les questions. Pour ma part, j'aimerais poser deux questions aux autres intervenants. À M. Brotman tout d'abord, je voudrais avoir son avis sur les lois de la mémoire en France. Il y a 4 ou 5 lois sur la mémoire. Et de manière plus concrète, laquelle des deux commissions d'historiens Noiriel ou la liberté de l'histoire? Ce sont des questions extrêmement intéressantes et je pense que le débat qui a eu lieu en France va nous aider beaucoup. À M. Calandis, je pense que sa proposition ouvre les outres des halls. Dans mon intervention, j'ai essayé de montrer que la nation et l'Europe ne sont pas des catégories substantielles. Je crains que l'impératif constitutionnel qu'il propose conduit à une nouvelle sorte d'idéologie sauvage. On ne sera pas contre ce que chacun conçoit en qualité de nation. L'article 16, l'invocation de l'article 16 dans la question des manuels scolaires n'a pas été faite par tout le spectre politique, mais seulement par certains partis politiques. Si on adopte votre proposition, si on l'inscrit dans l'article 16, les européistes vont reprocher à certains historiens d'aborder l'histoire en tant que personne qui rejette la valeur patriotique, si vous voulez. Permettez aux historiens de promouvoir la liberté de la pensée, tout d'abord. Est-ce qu'il y a une autre question? On va plutôt répondre à ces deux questions et on va faire après un autre tour. Monsieur Brotman. La question sur les lois en France, alors c'est très compliqué, c'est très mal compris, y compris par les historiens, ce qui est intéressant, ce que vous avez évoqué. Alors, pour les gens dans la salle, il y a un groupe d'historiens qui a une dizaine d'années maintenant a créé une association qui s'appelle Liberté pour l'Histoire pour dénoncer des lois mémorielles, autrement dit, des lois qui décident de l'histoire en France avec beaucoup de choses intéressantes. Alors, la première chose, c'est que ces lois, il y en a 3 et une 4e. Alors, les 3, c'est une loi qui concerne l'esclavage, une loi qui concerne le génocide des Arméniens et la 3e, une loi qui concerne la colonisation, qui est censée avoir eu des bienfaits positifs. Ce qui est intéressant en ce qui concerne ces lois, c'est qu'elles n'ont aucun impact sur le métier des historiens, ni sur le métier des enseignants, puisque l'État peut dire ce qu'il veut. Je connais aucun historien qui a été empêché de faire son métier en raison de ces lois-là.
Les historiens se sont mobilisés pour dire que le politique n'a pas à faire l'histoire, ce qui, de mon point de vue, et ce qui va répondre à votre question, où je me place, le politique a toujours fait de l'histoire. Chaque État, chaque gouvernement, chaque parti politique a sa propre narration historique et son propre récit national. Donc, l'histoire et le politique ont toujours été intimement mêlés. Il y a un siècle en France, on apprenait à tous les Français que nos ancêtres étaient gaulois, y compris à Alger, y compris à Casablanca et y compris à Hanoï. Voilà. Ça, c'est le récit national. Il y a un siècle, les historiens français savaient très bien que les ancêtres des Français, puisqu'ils étaient français à l'époque, qui étaient à Hanoï, à Alger ou à Casablanca, n'étaient pas des Gaulois. Mais c'est le récit politique et éventuellement le récit qui est enseigné. Je connais aucun historien aujourd'hui, même si, en tant que citoyen, je trouve ridicules les lois qu'on appelle les lois mémorielles. Elles sont ridicules. Voilà. Qu'un groupe de députés, quel que soit leur bord politique, viennent m'expliquer à moi ce qu'est l'histoire, alors que c'est mon métier et pas le leur, c'est comme si moi j'allais voir un médecin pour lui expliquer que son diagnostic n'est pas le bon, que le mien est le bon. C'est absurde. Maintenant, la quatrième loi, et c'est là où ça vous montre que même les historiens ne comprennent pas tout, c'est ce qu'on appelle la loi Guesso, qui est la loi qui condamne la négation des crimes contre l'humanité, et pas que de la Shoah. Cette loi-là, et c'est là où vous voyez que les historiens ne comprennent pas le droit, et donc que chacun doit rester dans son domaine, cette loi-là ne dit pas l'histoire. C'est une loi purement technique qui dit, si je la résume, que toute personne qui remet en cause le jugement du tribunal de Nuremberg est passible de condamnation. Il n'y a aucune narration historique dans cette loi-là. Sauf que les historiens l'appellent une loi mémorielle, ce qui est faux. C'est une loi purement technique et juridique. Mais vous voyez que pour les historiens, vous avez 4 lois, alors que si vous regardez, il y en a 3 qui veulent dire l'histoire. La 4e ne dit pas l'histoire. Elle dit, si vous voulez remettre en cause le jugement de Nuremberg, vous êtes passible de poursuite. Ce n'est pas de l'histoire, c'est du droit. Maintenant, et pour conclure là-dessus, je ne connais aucun historien en France qui ait jamais eu de problème avec la loi. Aucun. Il n'a eu aucun problème avec la loi. Il y a une plainte de déposée et la plainte n'a pas donné lieu à un procès. Donc, il n'y a pas eu de problème avec la loi. Il y a des gens qui ont voulu instruire un procès contre lui, qui ont essayé d'utiliser la loi, mais il n'y a pas eu de poursuite. Il n'y a pas eu de poursuite. Donc Petre Grenouillot, effectivement, a été accusé de propos, mais qui n'ont pas été poursuivis en justice, ça a été classé. Donc la loi ne s'est pas retournée contre les historiens. À ce jour, aucun historien en France n'a été condamné, ni n'a été poursuivi. Donc voilà, il n'y a pas... C'est aussi simple que ça. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre? Je crois que M. Kokinos a posé une question extrêmement intéressante et M. Brotman l'a fort bien dit que l'histoire et la politique sont en relation, mais les historiens ne sont pas des politiques et vice-versa, mais ils le deviennent. L'article 16 parle aussi de la liberté de la pensée, de la liberté universitaire, et les historiens ont bien sûr le droit de développer leurs propres opinions, leurs propres réflexions, et contester cela reviendrait à contester la façon dont notre société s'articule. S'il n'y a pas une liberté de penser, cela empêche tout progrès d'une société. Mais ce sont les politiques qui écrivent, qui rédigent les différents textes depuis la Déclaration des droits de l'homme. Et la politique n'est pas une science. Je dirais que ce serait un art de compromis.
Aujourd'hui, en Europe, nous devons essayer de concilier l'européen et le national. Quelle formation politique dans notre pays donc parle d'une conscience religieuse et tout cela est en relation aussi avec les époques. Je vais vous donner une expérience personnelle que j'ai de l'enseignement du cours de religion. Il y a donc un point de vue qui soutient que cette matière, on dit que c'est pan religieux et que cela s'oppose à la Constitution et que devrait être supprimé. L'autre partie soutient que cette matière est fortement orthodoxe et doit aussi être supprimée. Nous attendons donc que le Conseil d'État se prononce sur la question et nous allons avancer dans le cadre de désaccords, etc., mais toujours conformément à la Constitution, jusqu'à ce que celle-ci soit modifiée. Monsieur Broadman, vous souhaiterez apporter certaines précisions? Monsieur Haramis? La question qui a été posée par Monsieur Adamidis, qui aurait un impact sur la rédaction des manuels d'histoire. Il ne faut pas qu'il y ait une dissimulation quelconque, mais vous comprenez que dans un volume de faits historiques très important, il faut procéder à un choix et une sélection qui répond à certaines normes. Peut-être un événement n'est pas mentionné, donc il est dissimulé, et on pourrait considérer qu'il est dissimulé, soit parce qu'il a été considéré comme moins important ou que l'étude serait relié à l'étude d'autres phénomènes. Mais ce qui est important, c'est de montrer que la façon dont les dossiers seront organisés désormais et que, à travers des sources complémentaires du matériel sera fourni aux élèves, cela leur permettra d'aborder d'autres aspects qui ne sont pas inclus dans les manuels scolaires. Cela permettra donc d'élargir la possibilité pour les enfants de connaître d'autres aspects qui ne sont pas inclus dans le manuel scolaire. Le manuel scolaire donc devient la deuxième source et la première source sera les efforts menés par les enfants, bien sûr avec l'aide des enseignants, de trouver les différents événements. Les remarques qui ont été faites par M. Koch sont à cet égard importantes. Nous sommes habitués à une approche de l'histoire d'une façon très précise et très pauvre et qui n'incluait pas une série de secteurs très importants qui étaient considérés comme secondaires, peu importants et indignes de faire l'objet d'une étude. Et cela concerne aussi bien la vie quotidienne, les relations sociales, les problèmes qui existent entre les différentes classes sociales. Et par exemple, je parlerai de l'État-providence, de son histoire. Tout cela n'était pas inclus dans la plupart des manuels. On ne parle pas du tout de la nécessité de conférer aux citoyens des prestations bien précises. En ce qui concerne la confrontation entre des idéologies opposées qui procèdent à une interprétation différente des faits, bien sûr, cela est essentiel. Et j'ai parlé de l'expérience française, lorsqu'on permet à deux approches du même phénomène d'être exposées, mais qui a été présenté dans sa totalité, je crois que les élèves, les étudiants peuvent comprendre, en fonction de leur âge, dans quelle mesure telle ou telle approche peut apporter une explication plus complète. Mais
si on considère qu'à la base de toute cette réflexion, il y a les droits de l'homme, les membres des grandes sociétés peuvent être reliés ainsi, et dans la mesure où les droits de l'homme sont protégés ou non, cela peut donner lieu à une approche interprétative qui assure cette condition. Je vous remercie. Monsieur Broutmann voudrait préciser quelque chose? Oui, c'est juste le prolongement de la question sur les lois et puis différentes choses qui ont été dites dans la suite. Si je reste sur l'exemple français, la question est intéressante puisqu'en Grèce, vous connaissez ces positions sur les lois mémorielles pour certains historiens. Je vais juste vous donner un exemple, mais aussi vous montrer la complexité qu'il y a. Si vous prenez une victime de la Shoah, pour rester dans mon domaine, en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle le mur des noms, où à Isieux, il y a les noms de toutes les victimes. Si vous regardez en revanche la loi française, il est théoriquement interdit de citer le nom des collaborateurs français. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'en 1951, en 1953, il y a eu des lois d'amnistie. Autrement dit, d'un point de vue de mémoire et d'un point de vue d'histoire au regard de la loi, vous avez le droit de dire qui a été tué, mais pas par qui il a été tué. Ce qui, d'un strict point de vue historique, pose un énorme problème, si on se place en tant qu'historien. Ces lois d'amnistie ont été tellement loin que, théoriquement, les collaborateurs qui ont été jugés par la justice française entre la Libération et 1951 et 1953, leur dossier devait être détruit par les archives. Autrement dit, aucune trace archivistique de l'administration ne devait rester. Alors, les archivistes français ne les ont pas détruits, ce qui fait qu'on a ce matériel. Maintenant, je vais vous montrer à la fois comment la loi est stupide et comment la loi est complexe. Et mon premier livre portait sur les collaborateurs qui ont permis de mettre en œuvre la solution finale en France, ceux qui ont arrêté et tué les Juifs en France. Si j'utilise la presse de 1944 ou de 1945 qui parle des procès des collaborateurs, je ne suis pas attaquable en justice. Si j'utilise les dossiers de la justice française qui incriminent les collaborateurs, je suis passible d'un procès. Ce qui vous montre la stupidité de la loi. Théoriquement, mon premier livre pouvait être condamné en justice par les collaborateurs qui étaient encore en vie, puisque j'avais enfreint la loi, puisque je les citais sur la base de leur dossier. Alors que dans le même temps, leur nom était dans la presse de la République française. Donc ça vous montre l'absurdité de la loi, l'absurdité même du politique éventuellement, sauf que j'ai jamais eu de procès. Donc ces questions de loi et d'empiètement du politique dans le champ historique, évidemment que c'est des questions légitimes, c'est des questions importantes, mais il faut aussi voir dans quel régime on se trouve. Et que quand moi je fais de l'histoire en France à la fin du XXe siècle, parce qu'à l'époque c'était la fin du XXe siècle, dans un autre millénaire, je ne fais pas l'histoire en France sous Vichy. Et ce n'est pas non plus le même rapport à la loi. Donc il y a aussi cette réalité-là. C'est très utile, hein, tout ça. Oui, monsieur. Bonjour, Franck Terduvier, enseignant en français. Pour revenir un peu sur la thématique éducation, donc, et pour prolonger les propos de M. Aramis, je suis d'accord avec vous, j'attends qu'il me mette, je suis d'accord avec vous, donc un enseignement pluraliste et critique est un objectif et finalement peut-être aussi le meilleur moyen d'échapper aux alternances politiques. Si on laisse aux politiques le soin de faire l'histoire scolaire, on se met sous le coup quand même des alternances politiques. Et alors je voudrais revenir sur deux petites choses pour que les apports de la recherche puissent avoir aussi un impact sur l'enseignement. Il faut penser à un élément fondamental qui est la formation des enseignants, aussi bien au niveau de la formation initiale universitaire quand ils étaient étudiants
que la formation continue. Et là, évidemment, les politiques ont un rôle puisqu'ils décident en partie de la formation continue des enseignants. Donc ça, c'est un élément central. Sans cela, vous ne pourrez rien faire évoluer dans le système, quelles que soient les avancées de la recherche universitaire, quelles que soient aussi les décisions politiques. Ça, à la limite, ça peut être un avantage hein, si on estime que les décisions politiques sont mauvaises, mais c'est fondamental. Et là encore, il faut se mettre d'accord sur ce que sont les objectifs de l'histoire. S'agit-il de transmettre des connaissances, transmettre une mémoire, ou, c'est ce que tend en ce moment l'enseignement français, ce quoi vers-t-on l'enseignement français, transmettre des compétences, et notamment l'esprit critique. On parle de plus en plus de cela en France. Ce n'est pas une nouveauté, mais il faut partir du principe que ça devient un objectif prioritaire. Et là, on voit que l'ambition est importante pour tous, y compris pour les enseignants qui, eux, sont sur le terrain. Donc je ne sais pas si cet objectif d'esprit critique est un objectif, par exemple, de l'État grec. Donc ma question va plutôt à M. Kalantzis. Κύριε Καλατζή. Θα έλεγα ότι η ερώτησή σας πάει προς τον κύριο Χαραμή. Εντάξει, θα απαντήσουμε σε αυτό. Θα κάνουμε σύνοψη. Ποιος θα Θα ήθελα να απαντήσει? απαντήσω ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας και τις αποδέχομαι. Je voudrais dire que j'accepte vos remarques. À mon sens, la planification devrait suivre plutôt cette orientation. Les objectifs doivent être affinés. On prépare un programme global de formation continue des enseignants qui sera parallèle par rapport aux différents changements mis en route dans le système éducatif et notamment dans le cadre du lycée. Et dans le cadre de cette formation continue, il y aura des secteurs spécifiques pour la formation des enseignants de l'histoire. Nous sommes donc d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... Ευχαριστώ πολύ. Ah oui. Merci beaucoup. Par rapport à ce que vous avez dit, quels enseignants seront concernés en tant qu'historienne, future historienne? Je crois qu'il n'y a pas un équilibre dans l'enseignement de l'histoire que j'ai reçu en tant qu'élève et étudiante. Des enseignants qui ne savaient pas comment enseigner l'histoire. Je crois qu'il n'y a pas une formation appropriée. Et je crois que un rôle essentiel est joué par la formation. Nous qui faisons nos études au département d'histoire et d'archéologie, il faudrait que ce soit les historiens qui décident de la façon d'enseigner ces matières. Ce que M. Haramis dit à propos des programmes scolaires, quels enseignants vont se charger de ce rôle, Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Merci beaucoup. Νομίζω πως πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Y a-t-il d'autres questions? Je crois que tout doucement, nous allons clore. Je vous remercie de votre question qui est très intéressante et très actuelle. Je voudrais dire que la formation appropriée des enseignants, cette question doit être abordée à travers deux optiques. Tout d'abord, la formation initiale des enseignants avant de recevoir donc leur diplôme. Et
Ici, donc, il y a quelque chose qui était en vigueur sur le plan institutionnel, mais n'était pas appliqué, ce que l'on appelle le certificat de connaissances suffisantes. Les diplômés de tout département, toute faculté qui souhaitent devenir des enseignants doivent avoir été préparés au niveau de la pédagogie, de la méthodologie, de la psychologie, etc., pour pouvoir remplir leurs fonctions. Et la formation, par la suite, va porter sur des besoins plus ponctuels. Il y a de nombreux enseignants, effectivement, qui n'ont pas cette formation initiale. Et tous les enseignants participent à la redéfinition des programmes et des curricula. Et ceux qui donc seront chargés d'enseigner telle ou telle matière devront donc être certifiés et qualifiés. Et il faut voir quel est le cadre scientifique et organisationnel le plus approprié. Par exemple, dans d'autres pays, et est considéré comme relevant des sciences exactes, et dans d'autres pays, cela appartient aux sciences sociales. Et il faut donc essayer de définir le cadre le plus approprié. L'IFA et son directeur qui nous ont accueillis, M. Auchan, qui nous ont accueillis dans un lieu si chaleureux et si chargé d'histoire, puisqu'on parle d'histoire aussi. Et puis les intervenants et vous tous qui vous êtes venus nombreux dans cette soirée. Et puis je donne la parole pour clore la soirée à M. Dominique Bidault. Είμαι πολύ σύντομος, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να ευχαριστήσω για τελευταία φορά τους οργανωτές της βραδιάς. Culturel de l'ambassade de France à Athènes, et particulièrement M. Mogenthal qui a vraiment été la... À ceux qui s'étonneraient peut-être du rôle de la Maison d'Isieux et de la présence d'un séminaire en Grèce organisé par la Maison d'Isieux, je voudrais juste dire la chose suivante. Donc la Maison d'Isieux est un lieu de mémoire où l'on conserve vivant le souvenir des 44 enfants et de leurs 7 éducateurs qui ont été arrêtés le 6 avril 1944 et déportés à Auschwitz-Birkenau. C'est un lieu emblématique, quelqu'un l'a dit, c'est Tal Brutmann, je crois, tout à l'heure. C'est un lieu particulier, c'est le premier lieu de mémoire qui a été constitué en France par le président Mitterrand. C'est un lieu très fort, où je vous invite bien sûr tous à venir, si vous le pouvez un jour. Mais c'est un lieu aussi c'est un lieu d'histoire juive. Les 44 enfants ont été arrêtés parce qu'ils étaient juifs, bien sûr. Donc c'est un lieu où la dimension juive est extrêmement présente, et c'est normal. C'est aussi un lieu européen, parce que les enfants venaient de toute l'Europe. Ils venaient d'Autriche, de Belgique, du Luxembourg, de Hongrie, de Roumanie, d'Odessa, de Pologne, bien sûr, la majorité d'entre eux, mais aussi d'Afrique du Nord. Et donc, on avait des familles séfarades, ce qui est un des éléments aussi pour expliquer notre présence ici. Et puis, c'est un lieu également universel. Le 6 avril, à la fin du mois d'avril 1994, lorsque le mémorial a été inauguré, le président Mitterrand a fait évidemment un discours magnifique pour rappeler l'importance du lieu et le rôle qui serait le sien après, c'est-à-dire la transmission de la mémoire. Et au début du mois d'avril 1994, soit quelques semaines avant, avait débuté
le génocide au Rwanda. Et cette concomitance est pour nous extrêmement importante parce qu'elle nous oblige à relier en permanence l'histoire passée, l'histoire présente. Et puis je voudrais terminer en faisant écho à ce qui a été dit à cette table lors du débat. Il y a des liens effectivement entre justice, mémoire et histoire. La mémoire n'est pas l'histoire. La mémoire vise plutôt à la fidélité. L'histoire, c'est la recherche de la vérité. Et puis le rôle de la justice dans tout ça, pour nous, il est essentiel parce que le mémorial est né après un procès. Le procès de Klaus Barbie, c'est-à-dire de l'officier SS qui avait ordonné la rafle. Et notre mémorial est très attaché également à transmettre la construction de la mémoire, mais aussi la façon dont les procès, la justice internationale et la justice nationale, ont joué un rôle dans la construction mémorielle des crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi il est tout à fait légitime que ce séminaire soit présent ici en Grèce, parce que finalement le message est universel. Merci. Oui, je pense qu'on a fini notre soirée. Alors bonne nuit à tous et merci d'être venus ce soir.